Yo, bienvenue dans Manga Badass. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'attarder sur le manga Dream Team de Takeshi Hinata. Alors, ce premier tome est une bonne surprise pour ma part. J'avais déjà lu une bonne partie des chapitres en scan sous le nom de Auri no Sora. Donc je n'ai pas été mécontent de le retrouver en format numérique. Je me suis lu ce premier tome et petit souci, c'est que le deuxième tome, lui, n'était pas disponible alors qu'ils ont mis en version numérique, il me semble, jusqu'au 15e, voire 18e tome, je ne me rappelle plus. Le mangaka essaie de reprendre les thèmes qui ont prouvé leur réussite à travers les mangas de sport, avec en tête d'affiche le basketball et un côté très furieux, du moins dans ce premier tome, qui n'est pas sans nous rappeler d'autres mangas dans le genre. Comment ne pas penser à Sakuragi lors de sa dernière baston de Yonki dans le gymnase du club de l'école, où nous sommes plongés en plein furieux. Pour moi, c'est un tournant du manga. J'adore ce côté furieux, j'adore le côté tranche de vie qu'on a dans les 4-5 premiers tomes de la série. Et puis, c'est cet épisode qui s'avère être une véritable transition entre le manga tranche de vie, sport, baston, à un manga qui se consacre totalement et exclusivement au basketball. Comment ne pas penser à ces autres mangas de sport où des racailles squattent les locaux et empêchent notre jeune héros de pratiquer son sport avec ses amis. Ensuite, on pense à Rookies, qui parle lui de rédemption des lascars à travers un sport qui n'est autre que le baseball. Pour ne citer que, on prend un personnage tout petit à l'image de Eikyu, l'as du volleyball, ou Inomaru Sumo, qui traite du sumo. Donc c'est deux personnages emblématiques par leur petite taille qui vont être confrontés à un monde qui leur est a priori refusé parce qu'ils donnent un certain avantage soit aux personnes très grandes qui jouent au volleyball, soit aux personnes très massives, imposantes, qui pratiquent le sumo. Et c'est dans ces situations-là que notre héros va faire preuve de détermination, de volonté. Envers et contre tout, ils vont faire preuve d'une force de caractère qui vont leur ouvrir en grand un monde qui était a priori inaccessible. Et bien, dans Dream Team, on se retrouve avec tous ces éléments-là et c'est plutôt pas mal fait. Dans ce premier tome, le mangaka utilise très bien tous ces codes, donc a priori c'est pas original pour un sou, mais c'est addictif, ça marche, et moi j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir lire le tome 2 dès qu'il est disponible. Concernant la version papier, il m'a semblé voir une photo lorsque je traînais dans mon Discord. Alors, concernant la version papier, il me semble avoir vu une image de la collection complète de Dream Team, où jusqu'au tome 15, me semble-t-il, on a une parution simple, et puis après, c'est des doubles tomes. Alors ça fait très très moche en tant que collectionneur dans une collection. Je ne sais pas si cette série a eu un problème pour rencontrer son public. En tout cas pour ma part, ce premier tome me donne envie de lire la suite. Et je vous en dirai plus à partir du 3e tome, à savoir si je me fais la série dans son intégralité. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont remarqué qu'on peut suivre quasiment en instantané mes lectures de jour, de nuit, etc. etc. Dernièrement, je me suis remis à la lecture du premier tome de Bakuon Reto. Donc je redécouvre ce manga qui, à l'instar d'autres mangas dont je vais parler dans cette vidéo, soit parce que j'avais d'autres priorités et que c'était une collection qui coûtait trop cher, soit parce qu'elle n'était pas toujours disponible et que par la force des choses, j'ai peut-être loupé 2 ou 3 tomes et ça devenait de plus en plus compliqué d'investir dans la série, sachant qu'à côté, il y avait Vagabond, Real, Gantz, Toff et d'autres séries qui avaient priorité sur tout. Et c'est précisément le cas pour Bakuon Reto ainsi que la série du même auteur, Sido. Et donc je suis très heureux de retrouver dans son intégralité la série Bakuon Reto en version numérique. D'autant plus qu'à la lecture de ce premier tome, j'ai l'impression d'apprécier beaucoup plus la série. Je ne sais pas si à l'époque de sa sortie, j'étais peut-être un peu trop jeune, un petit peu trop influencé par les Young GTO et les Raikai Blues, et je m'attendais peut-être à
un peu plus de baston de gang. Alors que là, on est vraiment dans quelque chose de plus réaliste. On est dans le monde du Furio, mais on est surtout dans le monde des bikers. Et on est vraiment, voilà, c'est ce que je dis, on a vraiment l'impression d'être dans un univers beaucoup plus réaliste que ce à quoi j'ai fait référence juste à l'instant. Donc on a affaire à des vrais furios qui s'expriment en communauté et qui par la force des choses se mettent à la marge de la société. Donc on suit notre personnage principal qui a un enfant en soi de bonne famille et qui change d'école à cause de ses mauvaises fréquentations. Et donc inexorablement, même s'il n'est plus dans une grande ville, il fait de nouvelles mauvaises fréquentations. Sauf que là, il met bien les pieds dedans et il rentre dans le monde des bikers, des furios. Donc on peut comprendre les parents qui voient leur fils être assimilé à une certaine racaille, ce qui peut être considéré aussi comme un premier pas avant de devenir un usurier de l'ombre, ou bien un si célèbre Yakuza. Donc à l'époque, je me suis arrêté, il me semble, entre le 3 et 4e tome. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de lire les 3 premiers tomes afin de savoir si je continue cette série dans son intégralité. Je voudrais également m'arrêter sur un titre qui s'appelle Inganjima, l'île des vampires, de Koji Matsumoto. Quel plaisir de retrouver cette série sur mon portail numérique. Je me rappelle avoir possédé une bonne dizaine de tomes et par la force des choses, peut-être que les sorties se sont un peu plus espacées ou alors elles n'étaient pas disponibles dans mes points de vente. Mais j'ai fini par la lâcher, ou comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais peut-être d'autres priorités. Néanmoins, avant même la lecture de ce premier tome, j'avais un souvenir d'une ambiance particulière. Il faut rappeler que c'est un manga qui est très difficile à retrouver en version papier, du moins en collection complète. Apparemment, à l'époque de sa sortie, elle n'a pas dû avoir le succès mérité. Donc souvent dans ces cas-là, il y a beaucoup moins d'exemplaires mis en vente. Ce qui fait qu'il y a certains tomes assez rares. Et quel est mon plaisir lorsque sur le portail numérique, je découvre tous les autres tomes que je n'ai pas vus, que je n'ai pas lus. Et il faut dire qu'il y a des super belles covers. Rien que de regarder les covers, on est projeté dans cet univers. Et ça, c'est très bon. Donc, je me suis reprocuré le tome 1 et j'ai pris plaisir à le lire une nouvelle fois. Donc, pour certains, peut-être que les dessins ne sont pas au goût de tout le monde, mais pour moi, ils me conviennent totalement, surtout lorsqu'on prend en compte l'ambiance de la série. Et ça colle à merveille avec cette ambiance oppressante et surnaturelle. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette série a eu moins de succès que d'autres que je nommerai pas, qui pourraient traiter de Ghoul par exemple. Eh bien je pense que c'est parce que ça vise un public principalement masculin. Il est reconnu que lorsqu'une série fonctionne très très bien en termes de vente, c'est que le public féminin et masculin est associé à cela. Donc je pense vraiment que le public visé est masculin. Je pense véritablement que le public visé, en tout cas celui que ça parle le plus, est masculin. Et après, fort heureusement, il y a toujours un public féminin qui répond présent. Mais hélas, pas assez en nombre. Alors le thème du vampire est souvent utilisé, parfois usé. Mais là, on a le droit à une association de vampires et de monstres dans un univers vraiment anxiogène. Pour rappel, les vampires envoient des filles hyper sexy qui sont sous leur emprise pour amadouer, rabattre des victimes potentielles. Sauf que notre héros va être visé principalement à cause de son grand frère qui est parti sur une île et dont on n'a plus de nouvelles. Et comme l'indique le titre du manga, leur but est également de les faire venir sur une île infestée de vampires. Donc vraiment c'est une très bonne série, très bonne ambiance, je ne peux que le conseiller fortement, profitez-en plus, elle est accessible contrairement à la version papier. Nous allons nous attarder sur Coq de combat de Akio Tanaka. Donc dans la même veine que les autres œuvres, je me suis amusé à lire le premier tome suite à la vidéo que j'ai fait précédemment concernant Glaucos de Akio Tanaka. Donc j'avais déjà commencé à un petit peu parler de Coq de combat. Je ne sais pas s'il est véritablement pertinent de parler de ce manga. J'ai l'impression que tout le monde le connaît. Néanmoins, cette série bénéficie d'une version numérique alors que la version papier, elle est très dure à trouver en version complète, en intégralité et surtout dans la même édition, c'est-à-dire la dernière. Néanmoins, je conseille fortement cette série à un public masculin qui aime Rikudo. Je donne cet exemple-là parce que je ne pense pas que le public féminin qui lit Rikudo se retrouvera en Coq de combat.
tout comme les jeunes lecteurs du très bon Prisoner Riku. Je vous dis ça parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Dans ce manga-là, il n'y a pas d'amitié qui tienne, il n'y a pas de concession, on est dans un monde brut. Un vrai monde brut, adulte. Après, que ce soit pour le public féminin ou le jeune lectorat, il y a toujours des exceptions, ça dépend toujours de votre niveau de lecture. Je n'ai pas envie de dire spécialement de votre maturité, mais voilà, il faut être averti. Je le déconseille au moins de 16 ans, clairement. Le récit ainsi que les scènes de combat peut aussi fortement vous choquer ou ne pas vous intéresser. Pour rappel, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va faire un parricide et qui va se retrouver en maison d'arrêt. Cela est traité dans les premiers tomes, puis il fait l'apprentissage d'un art martial et la suite des tomes se consacre principalement aux arts martiaux, aux combats de sport. Seulement, la réputation du personnage principal en tant que parricide est reconnue par tout le monde, et ce qui fera que c'est quelqu'un qui va subir de cette image continuellement, surtout que pour lui, tous les coups sont permis. Donc c'est vraiment un manga, moi pour ma part, qui m'a marqué, que j'ai beaucoup aimé, même s'il faut reconnaître que vers la fin de la série, ça s'essouffle. Alors, de fil en aiguille, alors que je suis en train de préparer cette vidéo, je suis en train de remarquer qu'un fil conducteur est en train de germer. À l'origine, je ne voulais parler que des premiers tomes que je relis, du fait qu'ils apparaissent en version numérique. D'autant plus que cela me donne une bonne occasion de continuer les séries que j'avais abandonnées, pour les raisons que j'ai décrites auparavant dans cette même vidéo. Mais l'évidence m'apparaît, lorsque je veux boucler tout ça, que je ne peux pas ne pas parler de deux auteurs génialissimes. Ce qui est d'autant plus intéressant que bon nombre de leurs mangas sont devenus rares, pour pas dire extrêmement rares, et qu'il est très difficile d'avoir une collection complète. Ce qui en fait des collections très convoitées et même très bien cotées. Et donc je souhaiterais vous présenter Number 5 de Taiyo Matsumoto. Donc je ne présente pas suffisamment de Taiyo Matsumoto, mais c'est quelque chose que je compte bien rectifier avec le temps. Dans une vidéo précédente, je vous ai déjà fait profiter des pages full color qu'on retrouve dans le tome 1 de Number 5. Du moins dans son édition simple, que je considère dorénavant comme l'édition Deluxe. Et cette édition-là est numérisée. Donc c'est comme ça que je voulais vous montrer en parlant des Deluxe numérisées va-t-elle le coup. Donc je vous le répète, c'est une édition qui vaut largement le coup si vous n'êtes pas capable de vous procurer l'édition simple en format papier. Parce qu'il y a une grosse différence avec la version intégrale qui est en full noir et blanc. Vous avez de disponibles les 8 tomes qui sont tout aussi riches en pages couleurs, mais également en interviews et autres petits suppléments qu'on a à la fin des tomes. Donc très intéressant. Pour ceux qui peuvent avoir des préjugés concernant Taiyo Matsumoto ou les mangas de son genre avec une patte graphique un peu particulière, je peux vous rassurer que Number 5 peut être très intéressante pour vous. Très intéressante pour rentrer dans le monde de Taiyo Matsumoto. Artistiquement, c'est une très belle œuvre, c'est une très bonne histoire qui n'a rien d'original. En soi, on parle d'un tueur à gages, un tueur professionnel qu'on appelle Number 5, qui va refuser de tuer sa prochaine cible. Et il s'enfuit avec elle, sachant que tous les autres numbers, donc il y a 8 nombres si je ne dis pas de bêtises, vont partir à la recherche pour les assassiner. Donc véritablement, graphiquement, c'est énorme, c'est énorme. Les pages couleurs sont sublimes, les pages noir et blanc fonctionnent très très bien, très vite, on comprend le style. La seule difficulté lorsqu'on n'est pas vraiment initié au style graphique, c'est peut-être de reconnaître qui est qui au début. Mais très vite ça passe, on est pris par l'histoire, on est pris par l'originalité de l'œuvre dans sa globalité et pas juste dans son histoire. C'est son ambiance qui est assez surréaliste. Vous verrez souvent on parle de l'influence qu'a eu Moebius pour Taiyo Matsumoto concernant cette œuvre-là. Pour ma part, j'ai jamais accroché les Moebius, toutes les BD belges, tout ça, ça ne me parle pas. J'ai regardé, je vois où ils veulent en venir, ce côté un peu futuriste, un peu, voilà, on voit dans le trait graphique là où ils veulent en venir. Mais ça ne vous concerne pas, si vraiment vous êtes là pour du manga, vous aurez du manga. Je vous conseille fortement cette œuvre, si vous avez l'occasion de la trouver en édition simple, faites-vous plaisir.
Il doit y avoir quelques tomes qui sont difficiles d'accès. Je ne crois pas que la collection soit si rare que ça. Je pense qu'il est possible de se la procurer. Peut-être au prix d'éditeur, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Vous verrez bien. Sinon, il y a la version intégrale en total noir et blanc qui vaut largement le coup. C'est une édition économique. C'est ça qu'il faut se dire. Pour entrer dans le monde, économiquement, elle est parfaite. Donc faites-vous plaisir avec Taiyo Matsumoto et on aura l'occasion de parler d'autres de ses œuvres. Et comment finir cette vidéo sans m'attarder une nouvelle fois sur un de mes mangaka préférés avec Taiyo Matsumoto d'ailleurs, Mitsuru Adachi. Le gros souci avec les lecteurs curieux de découvrir ses œuvres à travers ses mangas, parce qu'on peut toujours se faire une idée à travers les adaptations animées, par exemple. Donc le gros souci reste la disponibilité des œuvres. C'est un gros souci, si vous voulez lire une collection en intégralité, vous êtes mal barré. Peu de personnes ont envie de commencer une série, aller par exemple jusqu'au 13e tome et de ne pas pouvoir lire la suite, sachant qu'il y en a une vingtaine, voire une trentaine derrière. Et fort heureusement, deux de ces séries, les plus connues d'ailleurs et les plus efficaces, sont disponibles en version numérique. Alors c'est peut-être pas les plus récentes, c'est vrai. Je parle de Rof, un manga qui traite d'une romance amoureuse sur la base d'un manga de sport qui porte sur la natation. Donc le sport est souvent un prétexte pour mettre en compétition deux jeunes hommes pour le cœur d'une jeune femme. Et c'est une très bonne porte d'entrée dans le monde Adachi en manga. Sachant qu'en version papier, vous pouvez encore la trouver à un prix inférieur qu'à son prix éditeur. C'est très faisable. Et que par la suite, les autres mangas de sport de Adachi, on va voir une évolution graphique, certes, plus moderne, mais que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver. Peut-être Katsu, si vous vous débrouillez bien, qui traite, lui, de la boxe, enfin, d'une romance amoureuse sur fond de boxe, avec bien sûr un rival pour le cœur d'une jeune fille, mais ça c'est quelque chose qui va être assez récurrent et que vous retrouvez dans beaucoup de ses œuvres. Après, concernant H2, Cross Game, Mix, il vaut mieux les voir en animé, vous aurez plus de chances que de trouver une version complète à un prix raisonnable en version papier. Donc pour en revenir à Rof, voilà, vous avez tous les ingrédients qui ont fait les succès de l'auteur, c'est-à-dire de l'humour à répétition, des traits très expressifs, des yeux très expressifs, des grosses oreilles, un graphisme qu'on reconnaît entre mille, c'est la patte Mitsuru Adachi, mais plein de subtilités, plein d'expressions subtiles, une mise en page, des cases à répétition également, d'excellents personnages secondaires. Souvent, le personnage principal est un personnage sur lequel on s'identifie, mais aisément. Et on a souvent affaire à un rival, ou alors on peut s'identifier même au rival, ça arrive aussi, qui est juste là pour mettre en lumière la relation amoureuse entre deux personnages. Pas. Ça dépend après des subtilités de l'auteur dans certains de ses mangas. Donc véritablement, dans Rof, vous avez tout. La compétition à base de natation, de l'amour, c'est génial. Et puis il y a Tuck, et là il faut bien admettre que graphiquement on remonte un petit peu le temps. Ce qui peut aussi bien ne pas convaincre les plus jeunes lecteurs d'entre vous. Pourtant c'est une œuvre magistrale, une romance sur fond tragédie, de liens d'enfance, de trio amoureux, de relations amoureuses. Un thème qui revient souvent dans ces mangas qui se consacrent au baseball, où ça fait également la part belle sur le fait d'avoir un objectif, de se dépasser, de se réaliser. Et le parallèle du sport fonctionne aussi avec les relations sociales de notre héros, ainsi que sa situation amoureuse. On est dans une ambiance typique de la scolarité japonaise, entre les cours et le sport, puis les vacances d'été et les matchs de baseball. Comme je vous l'ai dit avant, on retrouve l'art de la répétition, que ce soit dans le découpage des cases, dans l'humour, dans les expressions. Et c'est là que le mangaka excelle avec un trait simple, épuré. Il arrive à nous plonger dans un monde et à nous faire partager des émotions, parfois juste avec l'aide d'un clin d'œil. Donc on est plongé dans cet univers et parfois il ne se passe rien ou pas grand chose et pourtant on y est si bien. Mais je vous rassure, hormis les triangles amoureux, les vacances d'été, ambiance, soleil ardent, prétexte à glander,
à consommer une glace ou à aller à la piscine entre amis. C'est également un excellent manga de sport qui traite de baseball et ce en 26 tomes. Bien que l'on ne peut nier que, comme dans Cross Game, ce sont les drames qui rendent cette œuvre inoubliable. J'aurais toujours du mal à vous convaincre, à vous vendre Taiyo Matsumoto ou Mitsuru Adachi, mais je vous le dis, allez-y, faites-moi confiance, et si vous ne l'aimez pas aujourd'hui, vous l'aimerez demain. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez le temps de vous abonner si vous en avez envie, ou de faire un petit tour sur le Discord si vous voulez papoter. Ciao! Et sur mon Instagram, tu vois mes lectures en temps réel. Ciao!